Espace TV, le 22h. L'actualité de ce vendredi 11 février 2022, la mairie de Kaloum a un nouveau patron. Il s'agit d'Elhadji Bozi Bangora. Jusque-là, il était le premier vice-maire de cette commune. Il remplace à ce poste Aminata Touré, décédée il y a plus d'un mois. Cette installation s'est faite dans une ambiance de contestation. Des détails à suivre dans ce journal. Plusieurs enseignantes et des étudiantes viennent de bénéficier du prix d'excellence de l'année 2020-2021. C'est une initiative de récompense du mérite et une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle vise à faire la promotion des filles et femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et puis en fin de journal, nous recevrons sur ce plateau Henri Kevin Bois pour le tour d'horizon de l'actualité culturelle. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, un mois après le décès de la mairesse de Kaloum, Aminata Touré a été officiellement remplacée par son vice-maire ce vendredi à la tête de la commune. Le nouveau maire a été installé sous fond de contestation. Les protestataires d'Elhadji Bozi Bangora dénoncent une violation du code des collectivités, ce qui est tout à fait faux selon le troisième vice-maire de la commune, Mamoudou Bouler Diallo, pour plus de détails. Avant l'installation du nouveau maire, les conseillers ont prié pour le repos de l'âme d'Aminata Touré, décédée le 12 janvier dernier. Son premier vice-maire prend la succession. Une succession contestée par certains conseillers qui dénoncent la violation du code des collectivités. Notamment l'article 146, qui stipule qu'en cas de vacance du pouvoir, de suspension ou tout empêchement, par exemple comme le décès, le conseil se réunit, investit provisoirement un des vice-maires à deux fois un conseiller au poste de maire. Mais ce que nous constatons, on dit que le premier vice-maire investit maire. Les images sont là, les enregistrements sont là, il est investi maire, il est désigné maire. Le mot provisoire, selon l'article 46, d'abord est violé. Cet autre conseiller estime que les contestataires sont minoritaires et que la loi a été respectée sur toute la ligne. Dans le code de collectivité révisé, les lois sont claires. L'article 136 est clair, il stipule qu'à l'absence ou à vacance du pouvoir du maire, on dit qu'il est remplacé par l'un des vice-maires, mais par ordre nominatif. Donc le premier vice-maire devient automatiquement le maire de la commune de Kaloum. En prenant la parole, le nouveau maire appelle à l'union pour le bien de la commune de Kaloum. Cette prise de fonction en tant que maire de la commune de Kaloum est pour moi un nouveau challenge que je ne pourrais réussir tout seul sans votre soutien et votre franche collaboration pour parachever les actions déjà initiées par mon prédécesseur. Je sollicite les efforts conjugués de toutes et de tous dans une parfaite cohésion pour le rayonnement de la commune de Kaloum. L'autre problème évoqué en offre est l'état de santé du nouveau maire. Il serait en convalescence et a des difficultés à se tenir debout. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il peut se lever? Direction Kindia, dans le district de Foulaya, un jeune entrepreneur a vu son champ d'ananas de 150 000 pieds complètement dévasté par des inconnus. Selon les informations, ces faits se sont produits le mardi tard dans la nuit. C'est un investissement de plusieurs années qui est parti en fumée. La victime est à bout de souffle. Reportage Boubacar Silla, notre correspondant régional. Ce champ d'ananas de 15 000 pieds situé dans le district de Foulaya a été réduit en cendres par des inconnus pour des raisons inavouées. Ousmane Touré est un jeune amoureux de la terre. Il précise que c'est la troisième fois que cet acte criminel lui arrive dans la zone. Ce n'est pas le premier cas, ça fait la troisième fois que ça se produit. J'avais un autre champ de 15 000 pieds qui était parti en fumée, j'avais informé. La deuxième fois, ça s'est passé, ça ne fait pas encore un mois. Et avant-hier aussi, on nous appelle pour faire la même chose. Aujourd'hui, ce champ de 3 hectares d'ananas est complètement dévasté. Pour le moment, difficile de situer la responsabilité. Mais la victime estime que le phénomène est devenu de trop dans la localité. Pratiquement, je ne peux pas dire qu'on m'en veut, parce que je ne connais pas la source quand même du feu. Mais le fait que ça se répète une fois, deux fois, trois fois, ça interpelle vraiment à des séries de réflexions. Pourquoi moi, à chaque fois, à chaque reprise? Pour mettre ce champ en valeur,
Le jeune entrepreneur a investi plusieurs millions de francs guinéens. 1 hectare, il ne faut pas prendre moins de 100 millions. Donc pour les 3 hectares, il faut partir dans les 300 000. Venu dans le secteur agricole en 2015, Ousmane Touré n'arrive toujours pas à bénéficier du fruit de ses efforts dans le domaine. Car chaque année, ces champs d'ananas sont dévastés par des inconnus. Nous voulons quand même appeler les gens de venir investir, mais si ça nous arrive comme ça en tant que jeunes, et on n'a pas d'autres sources de revenus, c'est avec des prêts, avec des partenaires, que vous vous débrouillez pour pouvoir faire quelque chose. Comment vous allez pouvoir expliquer ça aux gens? Sur le site, les pertes sont énormes, mais le jeune amoureux de la terre ne compte pas baisser les bras. La poursuite de ses activités dans le secteur agricole lui tient beaucoup à cœur. C'est vrai que c'est arrivé, mais nous comptons continuer dans ce domaine. Nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer le combat parce que c'est notre vision, c'est ce qu'on a de plus. Pour sévir contre les auteurs de ces actes inhumains, les acteurs du monde agricole se penchent sur la nécessité de l'organisation d'une concertation entre les acteurs du domaine. À Kindia. 2 ans après la 4G chez Orange, c'est MTN qui renouvelle aussi sa licence 4G, une course au haut débit qui s'annonce difficile pour Celcom mais aussi pour Orange qui, entre surfacturation et mauvaise qualité de service, fait aujourd'hui face à de nombreuses critiques. Mais est-ce la fin du monopole? Peu de certitude, mais plus de joie chez les consommateurs. Mahmoud Saliouba, Ibrahima Souri Souma. Jusque-là, dans la course au haut débit mobile, il n'y avait qu'un seul opérateur, Orange, mais qui n'a pas totalement réussi son pari, à entendre certains clients rencontrés ce matin. Tout le monde est témoin que vraiment Orange Guinée nous fatigue. Orange fatigue énormément la population guinéenne. Et si vraiment aujourd'hui NTM arrive à avoir la 4G, c'est un grand soulèvement pour la population. Orange a l'air là, vraiment, c'est dommage, c'est pas facile. Quand tu as acheté de connexion 1 giga, ça ne fait même pas une journée, c'est fini. Alors que 1 giga, ça est jusqu'à 32 000. Alors, le renouvellement de la licence 4G à MTN va-t-il changer la qualité de service et sonner la fin du monopole? Sidikou Doucouré, client de MTN, attendait ce jour depuis très longtemps, mais il n'est pas totalement optimiste. Il attend de voir la différence que va apporter son réseau favori. Nous voulons voir d'abord la qualité de la connexion, quoi. Maintenant, si on veut voir maintenant ce qu'il faut faire, maintenant on peut parler de la vérité entre les deux réseaux là au niveau des 4G là, quoi. Si le 4G sera maintenu, ça fait son travail. Nous tous, on va prendre Riba, il n'y a pas de problème. Entre mauvaise qualité de service et passe cher, cet autre client, à la fois de MTN et d'Orange, salue une nouvelle ère qui va amener tous les opérateurs au travail. Quand on est seul, on se plaît de faire certaines choses. Mais quand on est 10, 20, 50, on fait attention. Pourquoi? Parce que l'autre peut prendre le dessus. C'est ce qui se passe. Créer plus de concurrence pour un meilleur service, donner plus de choix, une méthode qui s'impose comme une contrainte prônée par la RPT. Donc ça a été une des priorités de la RPT, de la nouvelle direction générale, de dire, en collaboration avec le ministère, il faut qu'on se rassure que tous les opérateurs ont leur licence, parce que les licences sont accompagnées de cahiers de charges. Et c'est seulement avec une licence et les cahiers de charges que nous pouvons tenir les opérateurs responsables des engagements. MTN va-t-il créer la différence? Les prochains jours nous aideront à bien comprendre. 4 enseignantes, 11 étudiantes de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation viennent de bénéficier du prix d'excellence de l'année 2020-2021. C'est une initiative du département qui vise à faire la promotion des filles et femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Une activité d'autant plus importante que seulement 5% des femmes sur l'effectif des apprenantes de 2019 à 2020 ont le grade de doctorat selon le BSD. Alcélie Barry pour plus de détails. Pour mieux comprendre le prix de l'excellence décerné aux meilleures étudiantes, enseignantes, chercheurs et chercheurs, suivant ce diagnostic. Entre 2019 et 2020, les étudiantes ne représentaient que 28,5% des effectifs de l'effectif total. Et celles évoluant dans les sciences et techniques étaient de 22,6% à la même période. Le pourcentage des femmes ayant le doctorat est de 5%. C'est pour inverser la tendance et encourager les filles et femmes étudiantes, enseignantes, chercheurs à embrasser les sciences et les technologies que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation octroie ce prix de l'excellence.
un prix composé d'ordinateurs et une enveloppe symbolique. Et les enseignantes-chercheurs ont bénéficié d'un accompagnement pour le financement de leur formation pour celles qui sont en master et doctorat et pour celles qui font la recherche. Nous voulons qu'elle passe un très grand message. Ce message est que les femmes doivent embrasser les sciences techniques, valoriser la recherche, valoriser l'enseignement, mais aussi se rendre compte aujourd'hui que les femmes doivent être à tous les jalons en fait, de la prise de décision. La ministre elle-même était lauréate en 2017. L'idée est saluée par sa collègue de la promotion féminine qui souligne l'importance des femmes dans la mondialisation. Cet acte hautement significatif donne une reconnaissance et une visibilité aux femmes scientifiques et contribuera, j'en suis sûre, à favoriser un changement de comportement face aux stéréotypes encore vivaces dans nos sociétés. Au total, ce sont 4 enseignantes-chercheurs et 11 étudiantes qui ont bénéficié de ce prix. Toutes ont de grandes ambitions. Mes ambitions, c'est continuer dans la recherche et présenter des résultats qui seront vraiment pour sauver l'environnement. J'aimerais aller finir mes études et obtenir un doctorat, Inch'Allah, en architecture et ensuite venir en Guinée faire de grandes choses. Il est important de noter que les femmes commencent à occuper plusieurs postes de responsabilité dans les gouvernements successifs guinéens et parviennent à s'imposer dans presque tous les secteurs de la vie. L'actualité également, d'ici à la fin de l'année, 1200 logements sociaux seront disponibles en Guinée. Ce sont là des propos du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire en visite ce mercredi à Kindia. Cette visite a pour objectif d'expliquer aux autorités locales la législation sur l'urbanisme et l'habitat en Guinée. Makoura Koulibaly. Après sa rencontre avec les autorités de Kindia, le chef du département de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire s'est ensuite rendu sur un des sites où les logements sociaux prêts à être livrés sont visibles. Et devant les cadres de ces services déconcentrés, il décline le motif de sa présence. Prendre contact avec les élus locaux pour expliquer la législation sur l'habitat, sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, expliquer les nouvelles orientations que nous voulons donner au département. Ces chantiers ont été entrepris par le régime Condé et le patron du département de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ne veut opposer aucun obstacle à ce projet pour le bénéfice des populations. Plus de 1000 logements devraient d'ailleurs être disponibles d'ici la fin de l'année, a annoncé le ministre. Le ministère de l'Habitat ne déguerpit pas. Ce n'est pas notre mission. Nous sommes des bâtisseurs de bonheur. Nous construisons des maisons, nous aménageons des espaces. Nous sommes sur un site qui va nous être très bientôt livré. C'est un site de logements sociaux. Et je pense qu'il fait partie des tout premiers bâtiments qui sont sortis, que c'est ici, Kankan et Ezerkore. Les autres vont suivre au mois d'avril. Nous allons recevoir une 50aine d'autres bâtiments, cette fois à Conakry. Et au mois de juin, on va recevoir 380 bâtiments et appartements. Et donc, à la fin de l'année, on devrait voisiner les 1200 bâtiments. En ce qui concerne la gouvernance foncière en République de Guinée, le ministre Ousmane Gawal Diallo reconnaît qu'il y a quelques dysfonctionnements dans le secteur et compte y remédier. Le constat global de la gouvernance des questions foncières, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. C'est tout. Nous avons une législation qui n'est pas suivie, ce n'est pas une particularité à Kindia. À Conakry, à Gawal, partout dans le pays, la législation n'est pas forcément respectée. Ousmane Gawal Diallo a pour finir mis en garde les directeurs régionaux de ces services. Il leur a demandé la transparence dans la gestion des affaires publiques. Alors que sa désignation au poste de coordinateur général est rejetée par certains responsables régionaux issus des antennes du Front National pour la Défense de la Constitution, le tout nouveau coordinateur national du mouvement anti-troisième mandat a rencontré ce vendredi les membres du bureau national du FNDC. Il était question de parler de la crise qui mine l'entité. Fonike Mengue, le coordinateur du Front, promet de tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Mohamed Valek-Touré. Le 3 février dernier, presque à la surprise générale, Abdourahmane Sano cédait la tête à la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution à Omar Sylla Fonike Mengue. Ce choix a très vite été contesté par une bonne partie de la base. Omar Sylla Fonike Mengue a ce vendredi rencontré les membres du bureau national du dit Front pour essayer d'apaiser les tensions et parler du déploiement des missions au niveau des antennes. Nous avons décidé de dépêcher des missions à l'endroit de chacune des antennes
pour aller redynamiser. Parler avec les antennes à la base, parler de tous les problèmes, mais trouver des voies et moyens. Le FNDC, c'est pour tout le monde. Comme on l'a dit que c'est un état d'esprit, tous ceux qui se reconnaissent en cet état d'esprit, le FNDC leur appartient. Donc en ce sens, vous-même, le FNDC vous appartient, puisque notre combat c'est pour le pays, notre combat c'est pour la démocratie. Au sein de la coordination nationale, on estime que les frondeurs ont des raisons autres que celles qu'ils évoquent. Certains se disent au regret de constater des manipulations orchestrées par certains membres du bureau national du FNDC à travers des discours ethniques et régionalistes dans le seul but de diviser le front. J'espère qu'une fois à la maison, vont passer le message, d'autres aussi comprendront au fur et à mesure. Et vous verrez, dans les jours et semaines à venir, tout le monde comprendra et tout rentrera en ordre et que le combat continuera comme toujours. Ce sont entre autres 6 antennes régionales, dont celle de la zone spéciale de Conakry, à l'exception de la commune de Matam, 9 antennes préfectorales et 2 antennes sous-préfectorales qui contestent la manière par laquelle les responsables de FNDC ont porté Funke Mengue à la tête de la coordination. Quant à Funke Mengue, il rassure de dépêcher des missions à la rencontre de chacune des antennes pour les redynamiser et trouver les voies et moyens afin d'harmoniser les positions au sein du front. Comment éviter les transitions répétées en Guinée? C'est le thème débattu ce vendredi par André Morel-Gaston. Devant ses confrères, le journaliste a exprimé son souhait de voir le CNRD poser des bases solides de la démocratie dans un meilleur délai pour le développement de la Guinée. Le point, c'est avec Antoinette Dédé Onivogui. Il fut le premier journaliste à être recusé et emprisonné pour avoir évoqué le 3e mandat du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui encore, André Morel-Gaston a envie de passer un signal fort au président de la transition. Le message que je veux que Mamadi Doumbouya entende et comprenne, l'important pour lui, c'est de rentrer positivement dans l'histoire de ce pays. Il est venu, il a été acclamé. En rentrant dans l'histoire, il ne doit écouter personne. Ceux-là qui sont en train de dire des choses dans les sièges des partis politiques, c'est leur droit. On ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas parler. Nous sommes en démocratie. Sachant qu'aucun pays ne peut évoluer à vase clos et que les coups de force répétés sont parfois à la base du retard du développement d'un pays, il souhaite que dans un bref délai, les jalons de la démocratie soient posés pour de bon. Il est là, c'est pour faire en sorte que la Guinée retrouve son image d'antan qu'elle avait. Nous devons avoir le temps nécessaire pour que Mamadi Doumbouya puisse vraiment nous créer une situation qui va nous permettre de résister dans le temps et dans l'espace. La récente sortie effectuée par Mamadi Doumbouya a été diversement commentée par les politiques. Sur le sujet, il demande au peuple plus de patience et d'observation. Donc le Guinéen doit attendre, comprendre que la transition ne se fait pas dans la précipitation, elle se fait de façon très douce. Si elle se fait dans la précipitation, je me dis que ça va être difficile pour notre pays. Mamadi Doumbouya, certes, c'est vrai, beaucoup disent qu'il est en train de se faire un bain de foule, il a eu l'idée derrière la tête, mais pour le moment, il n'a pas affiché cette intention de confisquer le pouvoir. Le bon maçon se reconnaît au pied du mur. Les Guinéens doivent donner du temps nécessaire au colonel avant d'apporter des jugements, ajoute le jeune journaliste. Les citoyens du quartier Bolonguizo à Massanta éprouvent assez de peine pour se rendre au grand marché de la ville, mais leur souffrance pourrait tomber dans les jours à venir car les autorités préfectorales viennent de lancer la construction d'un nouveau marché dans leur circonscription. La pose de la première pierre de ce projet a eu lieu mercredi. Moïse Butien-Lama était dans la ville, suivez son reportage. Voilà donc... L'élément n'est pas disponible, nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et puis dans l'actualité au groupe scolaire Safia École, un jour est désormais consacré à la lecture. Cette initiative intégrée dans le programme d'enseignement de l'établissement vise à inculquer aux enfants la culture de la lecture. La première séance a eu lieu ce vendredi. Ali Badra Kamara et Ibrahima Souri Kamara pour le compte rendu. C'est une expérience inédite pour ces élèves. Ils vont devoir désormais se prêter à cet exercice au moins un jour par semaine. Une initiative de l'établissement pour amener ses apprenants à se passionner pour la lecture. Pour cette première séance, les élèves de la 11e année
sont mis au défi. C'est une très belle initiative de la part de ces autorités de Safia École. Dès la 11e année, ça pousse les élèves à lire et arriver en terminale, ça sera plus facile pour eux d'apprendre et à chaque fois d'avoir des livres à lire. Pour cette première épreuve, les romans inscrits dans le programme de français au lycée sont visés par des élèves. Après les premières lectures, les nouveaux lecteurs tirent déjà l'idée générale. Maïmouna est un beau livre, c'est un beau roman. Au fait, j'ai retenu dans le roman Maïmouna l'aventure que Maïmouna avait dans son enfance avec sa maman. Au fait, elle était une belle fille, très attirante, très aussi émouvante, aussi très éduquée. L'ambition de Safia École est de pérenniser cette initiative en vue de promouvoir les cadres cultivés et informés. L'engagement, c'est de pérenniser. Les suivre en 12e année, les suivre en terminale. Les prochains élèves qui viendront en 11e année, ça devient une routine. Qu'on sorte de ce système classique. Il faut aller lire, il faut aller raconter le roman aux enfants. Ça devient une belle histoire que tu les racontes. Eux-mêmes, ils vont lire, ils vont comprendre et ils vont nous restituer après. La lecture, l'enfant doit considérer ça comme étant la distraction, comme étant un loisir. Parce que l'enfant, il n'y a pas quelque chose qui tente l'enfant comme le loisir. Alors que donc le livre soit comme le loisir pour l'enfant. En fait, c'est ça. Pour la promotion de la lecture en milieu scolaire, les responsables de Safia École invitent les autres établissements d'enseignement public et privé à emboîter les pas. La Guinée s'apprête à abriter 2 compétitions majeures de handball du 19 février au 4 mars. Il s'agit des 28e et 17e éditions des championnats d'Afrique junior et cadet et féminin. Le président de la Fédération guinéenne de handball est intervenu ce matin sur le niveau de préparatif de ces compétitions. C'est un reportage de Mamadou Boiba, Mohamed Kapelo Silla et Moustapha Touré. La Guinée avait eu 2 places pour les championnats du monde qui n'ont pas eu lieu en 2019 à cause de Covid-19. Pour récompenser les efforts de la Guinée, la Confédération africaine de handball a attribué à la Guinée l'organisation de ces 2 compétitions. Il y a 2 ans en arrière, nous étions qualifiés dans les 2 catégories au championnat du monde. Donc si cette année, on nous donne la compétition, c'était un report. Depuis l'année dernière, on avait déjà la compétition. Donc la Confédération africaine de handball a jugé utile que la Guinée méritait d'organiser cette compétition. C'est à cause de ça qu'on nous fait confiance. Ce sont 14 nations qui sont attendues pour les 2 compétitions. Et c'est la première fois que la Guinée organise la CAN, un défi pour la Fédération guinéenne de handball. L'objectif, c'est de se qualifier au championnat du monde des 2 catégories et puis avoir une place sur le podium. À défaut de la coupe, il faut avoir forcément une place de choix. On organise une compétition pour prendre le trophée et puis se qualifier aussi pour le championnat du monde. Les 2 équipes guinéennes sont déjà à l'internat et les préparatifs vont bon train. L'objectif, c'est de composter les billets pour les championnats du monde dans les 2 catégories. Les équipes sont à l'internat, les enfants sont en train de se préparer, le staff technique est mis en place. Il y a la rénovation du gymnase qui suit son rythme. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises et les 2 compétitions se joueront à huis clos en raison du Covid-19. Restons toujours dans le chapitre sport pour parler cette fois-ci de football. Les championnats nationaux de Ligue 1 et 2 Pro sont interrompus depuis ce jeudi 10 février 2022 pour cause les arbitres sont en débrayage. Les hommes en noir réclament une révalorisation salariale. La Ligue a décidé de suspendre les compétitions en attendant que la Fédération guinéenne de football, la tutelle de la Ligue et l'association des arbitres trouvent une solution. L'instance dit avoir du mal à trouver le financement du budget voté en début de semaine, mais fait des efforts pour payer les primes à temps. Son secrétaire général invite les arbitres à revenir à la raison. On l'écoute au micro de Mamadou Ouiba et Ibrahima Souri Kamara. Et cette question ne peut être résolue que la Fédération guinéenne de football, donc par le CONOR actuellement. Et bon, nous, on a été surpris hier qu'ils ont débrayé parce qu'on avait programmé des matchs où les arbitres ne se sont pas présentés. D'appel en appel, on a compris que la plaidoirie, parce que le courrier qui est arrivé, c'est une plaidoirie qu'on l'a faite, et puis on les a dit de se rapprocher de la Fédé pour discuter de la question. Mais malheureusement, ils ont été un peu plus pressés, ils ont débrayé sans qu'on ne prenne les dispositions ou sans qu'ils ne rencontrent la Fédération guinéenne de football sur la question.
J'espère qu'ils reviendront au meilleur sentiment pour que l'on puisse continuer à faire rouler le ballon. C'est ce que nous leur demandons humblement pour que chacun s'assume afin que le ballon continue à rouler sur le territoire de Guinée. L'espace culturel Fougou Fougou Faga Faga, situé à Kaloum, est menacé de fermeture par les autorités. Les occupants sont sommés de quitter les lieux. Le groupe artistique Les Espoirs de Corentin, gestionnaire du centre, a exprimé toute son amertume face à cette réalité. Ils se disent surpris du fait d'être expulsés de ce centre sans être avertis. Selon ces artistes, des années d'investissement seront perdues, sans compter les employés qui se retrouveront au chômage. Les explications avec André Mossi Bilimono, Mohamed Kapelo Silla. Cela tombe comme un coup de massue sur la tête de la culture guinéenne. L'espace culturel Fougou Fougou Faga Faga ne pourra plus abriter d'événements culturels. Le domaine est en phase d'être repris par l'État. Les Espoirs de Corentin, qui gèrent l'espace depuis plus de 10 ans, se disent choqués par la manière dont l'État procède à leur expulsion. L'État, ici, comment il était, si vous le voyez, personne ne pouvait utiliser ici. Ben nous, les Espoirs de Corentin, on s'est sacrifié, on est parti le faire, tu vois. Mais là, aujourd'hui, tous les artistes de la Guinée se produisent ici. Mais quand on voit, il veut fermer, voilà. C'est hier, ils sont venus de quitter avant samedi. Vous voyez, même pas un mois de délai ou une semaine, non, non. C'est ça qui nous a touchés. Le domaine serait au compte de l'armée guinéenne. Le manager du groupe Espoir de Corentin fustige ce comportement des nouvelles autorités. Il signale qu'ils ont pourtant légalement acquis ce domaine et sont réguliers dans le paiement des taxes à l'État. L'agence guinéenne de spectacle, on leur paye de l'argent. Voici le récit. BGDA, qu'on dit qui est censé distribuer de l'argent aux artistes guinéens. Nous, on leur paye. Chaque année, on leur paye l'argent. Le récit, il est là. Donc dire qu'on ne paye pas l'argent à l'État, c'est archi faux. J'ai tous les documents. J'ai tout le contrat. Ils invitent l'État à revenir à de meilleurs sentiments, car selon eux, fermer cet espace ferait de tort à la culture et à la jeunesse guinéenne. On fait appel au président de la République, c'est lui le chef suprême de l'armée. Donc il est la seule personne d'aider les Espoirs de Corentin. Quand il aide les Espoirs de Corentin, il a aidé tous les enfants de la Guinée. Quand il aide les Espoirs de Corentin, il a aidé la culture de la Guinée. L'espace est depuis ce matin quadrillé par les forces de sécurité. Les habitués de la place bloqués à la porte. Voilà donc qui laisse la place à la rubrique Art et Culture. Ce plateau avec moi, Henri-Kevin Bois pour la rubrique Culture. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors nous commençons ce journal de la culture avec Jupiter qui est de retour au pays après un séjour en Côte d'Ivoire. C'est bien fait. Vous faites bien d'être avec nous dans le journal de la culture. Jupiter de Vibes, c'est de lui qu'il s'agit. Il a séjourné il y a cela quelques semaines au bord de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire pour raviver la flamme des feats en vue de la sortie du prochain album de la coqueluche guinéenne de l'Afrobeat, un opus dont il dit déjà du bien sur plusieurs médias. De la Guinée à la Côte d'Ivoire et la France, quelques artistes en vogue et surtout Youssoufa dont il n'a cessé de dire de bien de ce dernier. Et rappelons que lors du passage du Congolais à Conakry pour l'an 15 de la radio Premium Espace FM, Jupiter de Vibes en a profité pour encore renforcer le lien pour peaufiner la prochaine polyphonie à entendre et à écouter sur le prochain album dont la sortie est prévue à la rentrée 2022-2023, précisément au mois d'octobre prochain. Justement, toujours avec le journal de la culture, premier salon de l'entrepreneuriat au féminin lance sa conférence de presse ce samedi 12 février 2022. C'est bien dit et c'est demain à partir de 10h déjà dans un hôtel chic de la place, la toute première, qu'est-ce que je regarde? L'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin, permettez-moi, voilà, selon ses propres propos, l'initiatrice chère Aïssata Diakité, le premier salon de l'entrepreneuriat qui se tiendra le 5 mars prochain vient pallier un manque à gagner au compte de plus de 1000 femmes attendues à ce salon pour exposer le potentiel féminin auprès des bailleurs afin de permettre à nos braves femmes de croire à l'autoprise en charge à travers des fonds qui
permettront aux femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Plusieurs panels avec des femmes modèles de réussite viendront faire valoir de façon pratique les pour et les contre de leur travail dans lequel elles tiennent savamment un grand profit au bénéfice de leur famille, de la société et pourquoi pas à l'échelle nationale. En attendant, tous au féminin le 5 mars prochain. À bientôt. La nuit de la romance, Eric Vigal et Henri Diboula attendus à Conakry pour une soirée Love demain samedi à partir de 19h. Et c'est fait pour les férus des années de gloire du Zouk. Vous avez vécu et utile. Vous reconnaîtrez sûrement Eric Vigal et Henri Diboula qui se produiront demain samedi à partir de 19h à la nuit de la romance à Palm Camaïenne au compte du Festi Love en prélude de la Saint-Valentin. Soirée soft, chic et glamour en compagnie des super lovers martiniquais qui depuis quelques heures ont été accueillis par la structure organisatrice, la CPP, à l'heure aux amoureux, amoureuses, Valentin et Valentine, rendez-vous est pris en collet serré demain à partir de 19h à Palm Camaïenne. Triste nouvelle, adieu au père de Dolo Adama, le patriarche Dolo Gaou Oumar. C'est bien ça pour ceux qui ne l'ont pas connu, arraché à notre affection dans la nuit du lundi au mardi 25 janvier dernier 2022, le père du célèbre humoriste, comédien et écrivain Adama Daiko nous disait adieu à l'âge de 83 ans. Dolo Gaou Oumar, de son vrai nom, a été inhumé le jeudi 3 février au cimetière du célèbre quartier ivoirien où il résidait à Bobo sans manquer. Au cours des cérémonies de sacrifice du 7e jour, le 6 janvier, le fils Adama Daiko, Adama Dolo à l'état civil, en a profité pour témoigner toute sa gratitude à son nom personnel et au nom de la grande famille Dolo pour remercier à nouveau de près ou de loin tous ceux qui ont compati à la triste nouvelle. À mon nom personnel, parce que je l'ai côtoyé et je connais très bien Adama Daiko, et à l'ensemble du groupe Adafo, nous présentons et nous disons Yako Adama Daiko. Salima Radia Moussansanga, j'y parviens, entre dans l'histoire du foot par sa brillante prestation arbitrale. Oui, vous le savez, vous l'avez remarqué, pour tous ceux également qui ne l'ont pas, pour ceux qui n'ont pas eu le courant ce jour-là chez eux à la maison, vous avez raté pour la première fois dans l'histoire de notre Coupe d'Afrique des Nations pour le match Guinée-Zimbabwe, si vous aviez su. Il y a eu quatre femmes et celle qui était au centre était rwandaise. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu les images, elle est allée après le match, puisqu'elle a eu des coups de fil, les parents, les amis, ceux qui la reconnaissaient, les coups de fil qu'elle a eu de part et d'autre à travers le monde, dans les toilettes, dans les vestiaires. Elle a énormément pleuré en disant merci à Dieu, merci à l'Afrique. Nous les femmes, on peut croire en nous, on a un potentiel et aujourd'hui, voici ce que je viens de faire et le monde a apprécié ce que je viens de faire. Je rends gloire à Dieu et je dis merci à l'Afrique. Elle a été très aimée, j'imagine. Ouais. Alors, l'image du jour, on va terminer avec notre grand P national qui a pris une pause avec le président Gianni Infantino, le président de la FIFA. Pour ceux qui ne croient pas et toujours encore à ce que peut faire également notre ambassadeur du 224 en la personne du célébrissime Grand P, il continue également d'aller de prendre de l'ascendance. De l'ascendance. Et il n'est pas aussi loin de la cime des cieux. Aujourd'hui, il est le seul artiste guinéen à côtoyer les 6 millions de vues sur YouTube. Je pense, sur YouTube, pas je pense, mais je le confirme, sur 6 millions de vues à son actif. Et aujourd'hui, ça prouve à suffisance avec le président de la FIFA. On l'a vu avec Samuel Eto'o, on l'a vu aux côtés d'Adebayor. Et récemment, son bain dans une piscine avec les Miss Rondes du côté du Cameroun et tout ça. On ne peut souhaiter que bon vent et bonne continuation à notre cher P, grand P national. Reviens-nous avec des titres, des trophées et surtout avec des hommes pour l'avancement de notre tricolore, le rouge, jaune et vert. En tout cas, merci Henri Kevin Bois pour tous ces éclairages sur le domaine culturel. C'est partagé. En tout cas, en ce qui concerne ce journal, c'est ainsi donc la fin de ce journal coordonné par André Mossé Bilimono. Il a été dirigé à la régie par Mafata Sano, Jean-Marie Dembadouno, Ibrahima Souri Sengsouma. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous invite à suivre la rubrique Public Reportage. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.
Mohamed Chérif est le tout nouveau président de l'Association professionnelle des banques de Guinée. Conscient des défis qui l'attendent, il envisage faire de cette association une référence dans le pays. C'est une grande responsabilité qui m'a été confiée par mes pairs et nous avons beaucoup de chantiers qui sont en cours, notamment la mise en place du switch national digitalisé. Et nous avons aussi des chantiers qui portent sur les normes internationales BAL 2, BAL 3. À la tête de l'Association professionnelle des banques de Guinée depuis 2017, le président sortant se félicite des réalisations faites. Nous avons réussi à doter l'association des textes, statuts, règlements intérieurs, capables véritablement d'être portés aux standards internationaux. Nous avons réussi également à créer plus de visibilité à l'association à travers le site web. Nous avons beaucoup accompagné l'État sur le plan économique avec la levée de l'emprunt obligataire de près de 2500 milliards de l'histoire de la Guinée. Au nouveau président, le gouverneur de la Banque centrale a exprimé ses vives félicitations avant de promettre de l'accompagner dans sa nouvelle mission. Je vous invite à poursuivre les réformes et innovations entreprises dans le secteur en matière de digitalisation des opérations en vue d'offrir à la clientèle des produits et services de qualité. Dans cette perspective, je puis vous assurer du soutien et de l'accompagnement de la Banque centrale de Guinée. Créée depuis plus de 30 ans, l'Association professionnelle des banques de Guinée a pour mission de permettre aux banques et établissements financiers de partager certaines informations, discuter avec les partenaires sociaux et trouver des solutions adaptées aux problématiques de transactions. C'est un exploit de l'université Nongo Conakry. Pour en arriver là, il a fallu un travail acharné qui a abouti à un processus d'évaluation sur des programmes présentés par l'institution. L'initiative vise à qualifier davantage le système éducatif de la Guinée. L'informatique appliquée à la gestion des entreprises, le programme Banque et Finances, le commerce international, transit douane et le programme de sociologie. Au terme des évaluations, l'UNC a obtenu 100%, un résultat qui ne surprend pas le recteur. Le travail acharné, quotidien, et il se trouve qu'avant même cette question d'évaluation et de qualité, l'UNC s'inscrivait, ça c'est de notre propre chef, dans l'assurance qualité. Le recteur n'est pas surpris. Que dire du fondateur qui se dit fier de son personnel qui vise l'excellence? Toujours une longueur d'avance sur les autres, l'université Nongo de Conakry se donne les moyens pour être la référence. Nous avons des programmes accrédités par les autorités de l'éducation et au niveau international, déclare le fondateur qui explique de passage comment ils ont réussi à s'adapter à l'international. Il y a eu un expert venant du Maroc où on n'avait pas du tout à peu près la même approche. Donc voilà, ce n'était pas les mêmes unités d'enseignement. Comme vous le savez, la Guinée étant vraiment qui utilise le système LMD. Et jusqu'à présent, le Maroc, c'est les unités d'enseignement. Donc il y avait ce petit conflit-là, mais qu'on a eu vraiment à résoudre à l'interne. Le processus d'évaluation est un phénomène mondial. Donc, il concerne toutes les universités du pays. C'est du moins la précision du conseiller chargé des questions de l'enseignement supérieur au ministère de tutelle. C'est pour leur propre renommée et pour faciliter la tâche de poursuivre les études à l'extérieur à leurs étudiants diplômés. Les responsables de l'UNC n'entendent pas se limiter là. Ils s'engagent à améliorer la qualification du système de l'éducation de la Guinée.